Quand j'étais petit, je voulais être volcanologue. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. Être styliste, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Je voulais être archéologue quand j'étais, je crois, au CE1 ou au CE2. Mon rêve, c'est de rêver éveillé. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Mathilde Chevalier, consultante pour les entreprises. Je propose des accompagnements individuels sur mesure et j'anime des ateliers en groupe en m'appuyant sur l'intelligence collective. J'accompagne à la fois sur le mindset entrepreneurial et sur les étapes de projet concrètes et opérationnelles pour développer ton activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Belle écoute. Le code. Le cœur, c'est l'harmonie dans la vie des hommes. La courtoisie, c'est cultiver le respect de l'être humain. La générosité, c'est être dévoué et désintéressé. L'humilité, c'est garder l'esprit du débutant. La loyauté, c'est faire face sans tricher, ni déguiser sa pensée. C'est la rectitude du corps et de l'esprit. L'amitié, c'est le plus pur des sentiments. Le courage, c'est s'engager dans une cause et surmonter sa peur. La dignité, c'est rester soi-même dans la défaite comme dans la victoire. La sincérité, c'est s'exprimer avec son cœur et non avec son mental. La sérénité, c'est rester calme et lucide quand monte la tempête. L'honneur, c'est respecter ses engagements jusqu'au bout. La persévérance, c'est la parfaite compagne du pratiquant. Un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde, parce qu'on l'a évoqué en préparation, c'est que tu as été diagnostiquée TDAH. Et je pense que tu es la première officiellement que j'interviewe en tant que TDAH et entrepreneuse. Et du coup, j'avais envie de te demander, ça fait quoi d'entreprendre quand on est TDAH ? En quoi c'est une force ? Et en quoi parfois c'est vraiment relou ? C'est vraiment relou. Alors, j'étais diagnostiquée il n'y a pas si longtemps. Enfin, je sais pas, j'avais 32 ou 33 ans. Enfin, il y a 2-3 ans, quoi. Je dirais que c'est justement aussi grâce à la décision entrepreneuriale que j'ai été diagnostiquée aussi. Parce que c'est tout le parcours de mise en... Ouais, enfin, c'est ce projet-là, en fait, qui m'a mis en perspective mes difficultés aussi. Et en même temps, mes difficultés, et en même temps, j'avais des nouveaux objectifs. Donc, en fait, je me suis rendu compte que oui, ça pouvait me poser problème. C'est-à-dire que jusqu'à ton diagnostic, tu n'avais pas imaginé que tu avais un trouble ? Tu te sentais en décalage ? Je l'avais envisagé. Je l'avais envisagé, on m'avait plusieurs fois mis le doigt dessus. Puis moi, je m'intéressais beaucoup à ça personnellement, vu que la psychologie m'intéresse. Okay. Donc j'avais fait beaucoup de lectures personnellement, par intérêt personnel, mais bon, je pense que c'était pas un hasard. Et bien sûr, quand je lisais, je me disais, ah, quand même. Mais bon, et ça pendant des années et des années. Hein. Bon, jusqu'au jour où ça m'a vraiment posé des difficultés, et puis où X, Y, Z me disent, non mais quand même, va voir quoi. Mais je pense qu'avant... Alors ça c'est pareil, je le dis maintenant que j'ai à peu près bonne connaissance du trouble et que j'ai pris un peu de recul. Je pense qu'avant, ça me posait moins de difficultés. J'en avais, mais je me rendais pas compte parce que j'ai tout surcompensé. Ouais. Et parce que aussi la boxe, je m'entraînais, je faisais beaucoup de sport. Donc déjà pour moi, premier médicament du TDAH, c'est le sport. Okay. Je pense que sans la pratique de la boxe, j'aurais pas fait des études supérieures. Enfin bon, je suis allée jusqu'au master sans problème absolu. Donc je dis pas que c'était pas cucu les petits oiseaux quand ça m'intéressait pas, mais en tout cas... Ça canalisait en tout cas l'hyperactivité. Et... je pense que ça m'a donné la dopamine, parce qu'en fait c'est ça, c'est le flux de dopamine qui est déréglé, et qu'en fait quand on fait du sport, on s'en donne. Donc déjà avant toute chose, je pense que pratique sportive, si votre enfant ou vous-même souffrez d'un trouble de l'attention, du sport.
Donc je pense que déjà rien que ça, vu que j'avais une très grosse pratique sportive, bah, je compensais. J'avais une éducation assez stricte, donc mine de rien, bah, j'ai envie de dire, j'en ai souffert d'une part en tant qu'adolescente, enfant, adolescente. Mais merci quand même, parce qu'en fait, le fait d'avoir un cadre aussi, je pense, a fait que je me suis pas rendu compte non plus de ma façon de fonctionner, puisque je n'avais pas le choix, j'avais un cadre. Ouais. Et donc en fait, je me suis rendu compte vraiment à l'âge adulte, quand j'ai commencé à sortir des cadres, quoi, du cadre du travail, du cadre de la cellule familiale. Et je pratiquais moins de sport aussi, puisqu'en fait j'avais concentré toute mon énergie là dans le développement de mon entreprise, et j'ai fait l'erreur d'arrêter le sport, de diminuer ma pratique sportive. Donc l'un dans l'autre, ça, plus ça, en fait je me suis mis dans une situation différente de ce que j'avais vécu ces 30 dernières années, où j'étais en difficulté sans m'en rendre compte, où là j'étais en grande difficulté, quoi. Et en plus avec des objectifs qui nécessitent assez ambitieux, qui demandent de la discipline, etc. Ouais. Discipline que du coup, qu'en réalité je peux avoir, puisque j'ai boxé, sans discipline j'aurais pas fait ce que j'ai fait sportivement, quoi. Ni scolairement, ni professionnellement, mais voilà, je pense que la vie m'a vite ramené à cette réalité-là. En quoi c'est difficile quand t'es TDAH? Oui. Quand t'es TDAH, de monter sa boîte? Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, peut-être que ça peut faire écho. En quoi ça te met en difficulté? Ça met en difficulté parce qu'en termes de structure, là pour le coup, je parle pas de structure personnelle, enfin si aussi, mais d'être structuré, c'est compliqué. Parce que tu vas partir dans tous les sens, je vais partir dans tous les sens, j'aurai plein d'idées, je vais favoriser, alors bon maintenant je travaille dessus donc ça va mieux, mais je veux dire si je fais les caricatures, ouais bien sûr, allons-y. Dans les caricatures, déjà j'ai une gestion du temps complètement, je n'ai pas de notion du temps, donc c'est difficile pour se gérer. Où j'ai l'impression que je peux tout faire en très peu de temps, ou au contraire que je peux pas faire parce que j'ai pas le temps, alors que si. Donc je peux avoir des plages horaires où je suis paralysée et je n'arrive pas à faire quelque chose parce que j'ai prévu un truc. Je sais pas, je veux dire, j'ai un coaching à 10h, j'ai un coaching à 14h, entre les deux je vais être incapable de rien faire. Parce que pour moi, j'ai pas le temps mentalement de changer, de switcher, de me mettre truc. J'ai peur de rentrer dans un flow duquel je vais devoir partir. Enfin bon, c'est un enfer mental. Donc voilà, des fois, je n'arrive pas, et c'est plus fort que moi. C'est pas que je veux pas, mais je suis paralysée et je peux pas passer à l'action. A contrario, parfois, je vais avoir l'impression que je vais avoir le temps de faire plein de trucs et c'est pas le cas. Donc voilà, il y a débordé, quoi. Du coup, je me submerge moi-même, ce qui est pas très cool pour le système nerveux, quoi. Bon, après, il y a plein de solutions. Attention, mais justement, on y viendra après. On y viendra après, mais c'est pour que les entrepreneurs qui nous écoutent, peut-être, troublent ou pas, hein, d'ailleurs, parfois, dans la gestion du temps entre deux activités, on le sent pas. Donc la question d'après, ce sera qu'est-ce que tu as pu mettre en place, mais sur la gestion du temps, sur le fait d'avoir plein d'idées et d'aller pas forcément au bout de l'idée, ça aussi, ça te parle? Ouais, ça me parle parce que, encore une fois, dopamine, etc. Donc en fait, c'est la recherche du plaisir. Donc je vais avoir tendance à vouloir faire ce qui me fait plaisir plus que ce qui est important à faire là tout de suite maintenant. Ce qui est stratégique pour la boîte. Donc bon, ça c'est pas... Voilà, puis bon, et ça c'est typique des TDAH aussi, on a beaucoup de mal à avoir une vision à long terme. C'est pour ça aussi le bout des choses, c'est parce que finalement on est très court terme, quoi. Ouais. On est plaisir instantané. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai entendu quand t'allais le dire. C'est le plaisir tout de suite maintenant, l'intensité tout le temps, et le plaisir tout de suite maintenant. Ouais. Exact. Donc gérer la frustration, attendre, c'est très difficile pour les TDAH. Exactement. Donc ça c'est compliqué. Bon, TDAH, on a aussi parfois des troubles, d'autres troubles associés. Oui. Donc moi j'ai une dyscalculie. Alors ça par contre ça a sauvé ma vie de savoir ça, parce que tout s'explique sur les profs de maths, si vous m'entendez. Autre dédicace. Alors là, dédicace en mode genre je ne faisais pas exprès, d'accord. Si je faisais des efforts. Voilà, donc bon, pour ma compta, t'imagines que c'est quand même un sacré bordel. Puis moi, en fait, tout ce qui est organisationnel, autant sur de la gestion de projet, je suis super organisée. Autant dès qu'il y a des maths, c'est la panique. Autant dès qu'il y a des maths, ou que ça devient vraiment très logico-mathématique, hein, même dans l'organisation, tu vois. Ça devient complexe pour mon cerveau. En tout cas, ça me prend beaucoup d'énergie. Puis il y a la question de la fatigue aussi, hein, parce que, et ça c'est un vrai sujet pour moi, c'est le vrai sujet. Autant en remédiation cognitive, je pense qu'on peut trouver des solutions à ces problèmes qu'on vient d'évoquer, et puis il y en a d'autres. Par contre, sur la fatigue, ça c'est un vrai truc aussi, et puis je pense qu'il faut l'accepter, mais
en fait, on est plus fatigué que la moyenne, quoi. Et tout ça, en taux d'énergie aussi, c'est toute une gestion, quoi. Oui, on est... l'analyse et l'hyperactivité et le fait d'être dispersé, tu vois, le trouble de l'attention, pour moi, c'est quelque chose où tu es dispersé. Donc, faut revenir sans arrêt. Faut se recentrer en permanence. Se recentrer en permanence, et quand t'as pas pris l'habitude, parce que 30 ans, c'est tard. Ouais. Se recentrer en permanence, c'est très énergivore. Et c'est pour ça que, pour faire la passerelle avec la boxe, peut-être que les éléments de réponse, on peut aussi les trouver dans la boxe. Moi, en tout cas, la boxe, sur la concentration, comme c'est des 3 minutes, tu vois, et puis c'est très intense, tout de suite. Toi, t'as une bouffée d'adrénaline à chaque round, en fait. Oui. Et ça, en termes de concentration, moi, j'ai observé que ça m'avait aidé à tracer le sillon de la concentration. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je visualise, mais je veux bien que tu me dises un peu plus ce que tu veux dire par là. C'est la coach qui parle. Regardez comme ça, là. J'ai réveillé la coach en toi. En fait, c'est que moi, il faut imaginer que quand je travaille, chaque tâche, c'est comme un tunnel, tu vois, où je dois faire étape 1, 2, 3, 4. D'accord ? Chaque idée, mission, c'est ça. Décomposer en petites tâches quand je prends le temps de le faire. Quand je suis pas concentrée, je vais faire ce truc-là, et puis je vais avoir plein d'idées parasites qui vont venir de « Ah, mais attends, il faut que t'appelles un tel. Ah bah tiens, là, je suis en train de découvrir un truc intéressant, j'aimerais le partager avec elle parce qu'on en a parlé il y a 2-3 jours, tu vois. » Donc c'est très impulsif et très parasitaire dans ce que tu es en train de faire, donc tu peux potentiellement être interrompu toutes les 5 minutes, quoi. Alors, et si en plus quelqu'un vient te voir à ton bureau, là c'est mort. Et si tu as une distraction sensorielle, bon bah alors là c'est foutu quoi. Donc tu peux travailler là-dessus par exemple, moi j'ai dans mon espace, mon téléphone, il faut que je le fasse, je le mets à l'autre bout de la pièce pour être sûr de pas aller au bout de ça, de la distraction. J'ai une feuille où je note toutes les idées qui viennent, et sur les distractions sensorielles, je les accueille pleinement, c'est-à-dire ok, je fais une pause sensorielle. Et là le temps se dilate d'un coup. Plutôt qu'avoir 5 secondes sous pression où tu te dis ah, je suis encore dérangée par ça. En fait, ça dilate le temps en 5 secondes. Toi, ça peut être long, hein. 5, tu vois, ça peut être super long, quoi. Et la boxe, finalement, c'est... Et encore, je vous parle pas des tunnels qui s'entrecroisent entre eux, hein. D'accord ? Je les adore, d'autre part. Mais d'une autre façon, c'est ça qui me rend créatif aussi. Exactement. C'est ces tunnels, et c'est cette arborescence, et cette connexion entre les tunnels. Donc. Et la boxe, c'est comme si, pour des raisons de survie, tu vois, parce que ça me fait pas ça dans les autres sports, par exemple au tennis, tu vois, moi je suis obligée de me reconcentrer d'une balle à l'autre. J'ai essayé le padel il y a pas longtemps. C'est je m'ennuyais. Enfin, je partais... T'as le temps. T'as le temps de partir. J'ai trop le temps de m'enfuir, quoi. T'as le temps de t'enfuir ailleurs, exactement. Et le tennis, alors du coup, moi, j'arrête pas de raconter des conneries au tennis parce que j'ai le temps. Enfin, c'est... Bon, voilà, c'est très bout en train, quoi. Parce que j'ai le temps. Mais du coup, en termes de concentration, c'est hyper difficile. Et la boxe, c'est comme pour moi un espace-temps qui est hyper cadré et hyper limité, ou pour des raisons de survie, sinon tu vas t'en prendre un dans la gueule, concrètement. Ou dans le ventre, hein. Franck, grosse dédicace à la session dernière où je suis tombée à genoux. En fait, là, si t'es pas focus, en fait, t'es mort, clairement. Donc ça te met dans une charge, une intensité et une drogue là d'adrénaline qui, moi, fait que pendant 3 minutes, j'ai du mal à penser à autre chose, quoi. Tu vois ? Tu peux pas. Tu peux pas, mais ça, c'est un très bon exemple, là, la boxe, sur... comportement classico-classique du TDAH, et pas que d'ailleurs, parce que ça c'est humain aussi, c'est juste un peu plus intense chez nous, je pense. C'est ce truc de la procrastination, de faire au dernier moment, d'être super efficace au dernier moment, parce qu'en fait tu n'as plus le choix. Donc c'est son mode survie qui est activé. Pourquoi ton truc, tu vas faire un quart d'heure avant la deadline, et tu vas bien le faire à ce moment-là. C'est les 3 dernières minutes. C'est vrai. Et encore une fois, je pense que c'est pas propre, c'est peut-être plus intense quand t'as un trouble, mais à la boxe, pour le coup, c'est ça, quoi. Ah bah t'es en dernière minute à chaque fois. Oui. Donc je pense que en tout cas la boxe pour la concentration, pour terminer sur ce que tu demandais, c'est que ça... Bah c'est ce qu'on disait, c'est la différence entre faire l'analyse de il faut que je me concentre et vivre dans ton corps la concentration.
Exact. Et c'est ça qu'apporte la boxe, en tout cas pour moi. Mhm. Et à chaque round, moi j'ai la bouffée de dopamine. Encore du duel, parce que t'as une intensité d'un coup qui est hyper puissante. Alors, j'ose même pas imaginer, parce que j'ai pas encore vécu ça, quand t'as un petit peu de maîtrise. Et pour citer Aurélien, qui est mon second prof de boxe, qui parle de la boxe comme un jeu d'échecs sur le ring. Exactement. Je trouve ça... C'est exactement ça. Je le remercie vraiment de cette poésie et de tout ce que ça amène de profondeur et de stratégie dans ce sport. Mais quand tu commences à être en partie d'échecs avec ton adversaire sur 3 minutes, en fait, il y a 1 minute où tu donnes le coup... T'as qu'1 minute, en fait, presque, pour donner le coup et... En fait, les prises de décision sont très rapides et tu vois, au début, et on en parlait tout à l'heure, du coup, t'es beaucoup... Et puis, il y a plusieurs phases de boxe, donc parfois, t'es dans la réaction. Et puis, c'est comme... On y revient dans la vie, enfin, sur le ring comme dans la vie, parfois, t'es en réaction. C'est normal, c'est tout de suite, maintenant. Et au début, quand tu maîtrises pas trop, bah, t'es 100% dans la réaction, finalement, parce que tu te protèges et voilà, et t'as pas le temps, t'as pas l'espace mental pour réfléchir à ce que tu vas faire, pourquoi tu le fais, etc. Moi, c'est vraiment de l'instinct de survie et de la panique. Quand tu commences à rentrer dans cette stratégie-là, en effet, c'est que tu as un peu une maîtrise, et c'est vrai dans la vie aussi, hein, quand on commence un nouveau projet, enfin, je sais pas, il y a des situations où on est en réaction, il y a des situations où on est en mesure de planifier, d'envisager, de poser des pions, etc. Mais c'est quand on commence à avoir un peu de maîtrise, et aussi qu'on a un objectif précis. Ce qui peut aider aussi dans la boxe. Et donc, dans l'entrepreneuriat, si vous mixez finalement le trouble du TDAH qui va vous faire partir dans tous les sens, et que vous le ramenez dans une pratique de la boxe, c'est finalement déterminer sur un temps très court une tâche avec un objectif très précis. Exactement. Être très clair sur l'objectif, et bien sûr qu'il soit réaliste. Alors c'est là où c'est des fois un peu compliqué, parce qu'on pense que c'est réaliste et ça l'est pas. C'est peut-être plus difficile pour les TDAH. C'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, pour ça, il faut se faire des datas sur soi. Il faut noter, tiens, ça d'habitude je mets tant de temps. Enfin, il faut être un peu rigoureux, mais c'est encore une fois une difficulté de tenir la rigueur et la discipline là-dessus. Mais c'est de noter combien de temps me dure cette tâche et dans quel état d'esprit je me trouve à ce moment-là, etc. Mais en tout cas, un objectif clair. Peut-être même moins ambitieux que ce qu'on imagine, peut-être un peu en sas en dessous, tu vois. Comme tu le disais tout à l'heure, en micro-tâches. Oui. Ça aide vachement. Et de toute façon, en fait, notre cerveau pense en micro-tâches déjà. Juste, je trouve que c'est cool de l'écrire, enfin de le poser. En tout cas, moi, ça m'aide. Parce que de toute façon, mon cerveau fonctionne comme ça. Et c'est bien pour ça qu'on est fatigué. Parce que nous, aller à la douche, c'est pas aller à la douche. C'est il faut que j'enlève ma chemise. Enfin, il faut que je déboutonne 6 boutons. Il faut que j'enlève mon pantalon. Il faut que. il faut que je fasse une machine. Tiens, la machine en face en même temps. Bon, bref, c'est tout plein de sous-tâches et de parasites. Mais. En tout cas, ces sous-tâches, elles existent, mais autant les poser, parce que là, pour le coup, pour poser des actions de boulot, etc., elles sont quand même assez utiles, parce qu'elles facilitent le passage à l'action, qui est une de nos problématiques aussi. C'est que nous, on est aussi beaucoup dans notre tête, sous prétexte qu'on l'a imaginé, c'est comme si c'était fait. Exactement. Or, non, en fait, concrètement, il faut le poser maintenant dans la matière, et lister ces sous-tâches, je pense que c'est aidant aussi, quoi. Ouais. Donc, prochaine invitation... pour peut-être synthétiser ce qu'on vient de se dire, c'est que dans votre projet entrepreneurial, vraiment très très important de fixer peut-être votre objectif. C'est Alexis Junillon qui parle de ça, je vous invite aussi à aller regarder son travail, qui parle de l'objectif stratégique majeur, c'est-à-dire vraiment la fin de l'Odyssée, c'est quand j'aurai atteint ça. Et ensuite de décomposer votre projet en différents objectifs, donc il y a les objectifs dits SMART, je vous invite aussi à aller regarder ça. Et enfin, de vraiment diviser en micro-tâches et de le rédiger pour que ça puisse être visualisé, en fait, et intégré dans votre cerveau. Exactement. Mais bon, après, chacun ses tips aussi, chacun selon ses modes d'apprentissage. En effet, moi, je suis assez visuelle. Il y a des gens qui sont plus kinesthésiques, il y en a qui sont auditifs. Enfin, je veux dire, ça, après, c'est la connaissance de soi qui va vous... Puis TDAH ou pas TDAH, d'ailleurs. Oui. Qui va vous donner les meilleures méthodes. Et c'est rigolo parce qu'en venant ici, j'ai écouté le livre audio de Fabien Olicard, justement sur l'attention. Je sais plus le titre exact du livre, mais bon, il parle de comment fonctionne l'attention, etc. Et voilà, il redonne plein d'autres tips aussi, et en tout cas il vulgarise super bien, je trouve, comment notre attention fonctionne et comment on peut la préserver. Et d'ailleurs, c'est pas pour les TDAH, c'est pour le commun des mortels, parce que si la société fait qu'aujourd'hui on est sursollicité, il y a beaucoup d'informations et du coup tout le monde souffre d'un trouble de l'attention.
dans une certaine mesure. Après, quand c'est pas neurodivergent, c'est encore autre chose, mais en tout cas, ont des symptômes similaires parce que la société est telle qu'elle est aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est pas dédié au TDAH, mais en tout cas, ça vulgarise super bien comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la société aujourd'hui et comment on peut essayer de préserver et de prendre soin de notre attention. Donc voilà, il parle de beaucoup de techniques qu'on voit avec les neuropsys quand on est suivi, nous, mais voilà, qui peuvent être utiles à tout un chacun, donc je profite pour recommander ça aussi. On le mettra dans la barre d'infos, je te remercie pour cette référence. Tes pieds. Ancre-toi, ta garde. Transfère du poids du corps. Arrête de subir. Pivote le bassin, comme une toupie. Regarde-moi. Talons levés. Serre les coudes. Rotation de l'épaule. Tes yeux. Lève les yeux. Regarde-moi. L'expiration. Ton inspiration. Ton expiration. Tout est dans l'intention. Un mot qui t'intéresse en ce moment, que j'avais envie qu'on développe, c'est le mot de souveraineté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je peux essayer, mais je suis pas sûre parce que justement je suis en train d'explorer ce mot et tout ce qu'il peut contenir ou tout ce qu'il peut représenter. Je sais pas, dernièrement je l'ai vu à plusieurs reprises et je me suis dit tiens, pourquoi il est là si souvent et je l'ai pas mal utilisé lors de mon dernier atelier parce que je trouve qu'il représente bien ce que j'ai envie, ce que je souhaite et ce que j'espère pouvoir provoquer chez les coachés, notamment chez les femmes là, qui sont les plus nombreuses. C'est cette question d'être pleinement ok avec ce qu'on est, mais sans que ça soit un effort. Et justement, c'est le paradoxe et la beauté de Brainboxing, c'est que en fait, c'est cette idée d'être soi sans se laisser influencé par ce qu'on attend de nous, ou que sais-je, et juste d'être complètement aligné avec qui on est, mais sans se battre. Et cette idée d'être soi sans se battre, et d'essayer de le faire vivre aux gens dans un univers où on se bat. C'est ça. Dans ma tête, ça faisait dissonant. Je trouve ça encore plus beau, quoi. Ouais. Parce que finalement, je pense que c'est dans les premières séances, c'est un peu ce que les gens ressentent. Ce truc de pouvoir exister, de pouvoir poser ses limites, de pouvoir être soi, dans la joie aussi, de pouvoir se battre dans la joie, parce que c'est ce qui est ressorti aussi dernièrement, donc merci les filles d'avoir verbalisé ça au dernier atelier, c'est que finalement, toutes les peurs sont parties parce qu'elles n'étaient pas en train de se battre en fait, elles étaient en train de jouer, de rire et d'être pleinement elles-mêmes, tantôt dans la joie, tantôt dans un truc qui m'a un peu déclenché, j'ai envie de rajouter un peu d'intensité, tantôt là j'ai peur de lui faire mal à elle, enfin bref, tout était autorisé en quelque sorte, sans se battre. Quand tu en parles, le terme qui me vient, c'est un joyeux chahut, tu vois, comme des enfants qui s'amuseraient à se fracasser pour de faux, quoi. Tu vois, mes enfants, tu vois, en fait, ils se font jamais vraiment mal. Mais oui. Pourtant, ils y vont, dédicace, les loulous. Mais tu vois, dans un joyeux chahut où on peut taper, mais sans l'intention de faire mal, quoi. Exactement. Sans l'intention de faire mal. Mais on peut taper, on peut rire, on peut pleurer, des fois, en 2 heures, et il se passe trop de trucs, quoi. Il y a des espaces-temps super différents. Et c'est ça que je trouve beau, quoi. Et en tout cas, voilà, ressentir ça via l'ancrage, via le fait de s'autoriser à taper. Parce que bon, voilà, des fois, après, on va aussi explorer la puissance. Qu'est-ce qui fait que le coup, il est puissant? Et alors, du coup, on fait des métaphores sur la puissance au sens large. Ah, et des métaphores, ouais. Mais oui, et des projections, peut-être sur des situations où on a besoin de se sentir un peu plus exister. Tu parlais de sentiments de puissance et d'impuissance. Oui, pour le coup, moi j'ai du mal à taper fort. Donc pour le coup, c'est l'inverse, tu vois. Et pour le coup, tu as posé cette question qui me traverse depuis tout à l'heure, avant qu'on enchaîne sur l'enregistrement. C'est pourquoi tu as peur de contacter ta puissance? Tu l'as formulé comme ça. Et la puissance, pour moi, a un lien avec la souveraineté. Tu vois? Ok. C'est-à-dire comment j'incarne ma puissance en étant souverain à mon endroit, sans avoir à le revendiquer, tu vois, sans avoir à le rediscuter à chaque fois que je rencontre quelqu'un, tu vois, quelle que soit la façon dont il boxe ou dans la vie, dans la façon dont il se comporte. Tu vois, c'est quelque chose de très ancré pour moi, la souveraineté. Ok, du coup, ta puissance,
aujourd'hui, elle représente quoi pour toi dans ce cas? Bah pour l'instant, la puissance, elle est qu'à demi-mot, quoi. Elle n'est pas tout à fait exprimée, elle n'est pas tout à fait assumée, elle n'est pas tout à fait acceptée. En tout cas, ce que je travaille en boxe, c'est d'accepter que cette puissance puisse être très intense vis-à-vis de l'autre, que cette puissance, elle puisse se manifester pour riposter, pour se défendre, pour absorber, tu vois, mais aussi pour contre-attaquer, quoi. Et pour l'instant, elle est vraiment libérée avec parcimonie et avec, j'allais dire, agitation et désorganisation, tu vois. Là où la souveraineté, c'est une puissance qui est ancrée, qui est canalisée à sa juste mesure. Qui est, point. Qui est, point. Qui est, point. Et c'est ce truc-là. Et j'ai envie de te dire, qui es-tu si tu exprimes ta puissance? Bah, le mot qui me vient, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus en vérité avec le monde. Donc c'est puissant, tu vois. Ouais, c'est très puissant. Hein. Et ça, c'est ce que... Tu vois, parce qu'on échange sur ce terme-là, et j'avais envie de te poser la question, pourquoi, pour toi, qu'est-ce que c'est être souveraine? Bah, c'est pas me poser de questions sur qui je suis, quoi. C'est pas remettre en question... Tu vois, parce qu'on t'a compris, ça mentalise beaucoup à l'intérieur, ça analyse, ça suranalyse, alors ce qui peut être très utile dans brainboxing. Heureusement que le corps est là pour contrebalancer cette intellectualisation qui vient lâcher prise sur le mental. C'est un équilibre. Et même, excuse-moi, je te coupe, mais pour vous qui nous écoutez, ce serait vraiment une invitation. C'est de quand vous avez un sujet épineux, ou même pas, tiens, on va prendre l'exemple de la souveraineté. Regardez ce que ça fait la souveraineté quand vous êtes dans votre tête. Et là, il y a plein de concepts, on va vouloir être juste sur la définition. Regardez ce que c'est que la souveraineté dans votre cœur. Et alors là, ça envoie du steak, quoi. C'est la noblesse du cœur, moi, tout de suite, qui vient. Et qu'est-ce que c'est que la souveraineté dans votre tripes? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire dans votre corps, quoi? C'est l'invitation suivante, c'est de faire ce scan autour de ce mot-là et de voir ce que ça évoque en vous. Très bonne idée. Très très bonne idée. La riposte, elle va arriver. Détends-toi là, comme une danse, légère. Arrête de subir, ta garde. Prends le moins de coups possible. Tu m'offres ton foie là, serre les coudes. Tu as encore baissé les yeux. J'ai paniqué. Respire, en mode survie. Tu entends le rythme? Tu entends le rythme quand t'y es? Là, là, là. Là t'y es. Tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti. Et donc tu disais que ça pouvait partir dans tous les sens. Bon, en tout cas que le mental, du coup voilà, un pur perdu l'idée. TDAH, j'ai perdu l'idée. On a perdu l'idée. On a perdu l'idée. Et elle me reviendra plus tard. Elle reviendra plus tard. Tu disais que la souveraineté pour toi c'était de pas remettre en question finalement l'ordre établi. Exactement, et l'ordre établi, et justement remettre en question, c'était ça. C'était que vu que je suis beaucoup aussi dans le mental et dans le questionnement, dans la suranalyse, c'est que je pourrais tout remettre toujours en question, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Et la souveraineté, c'est aussi pouvoir se dire, en fait, je suis comme ça, et quelque part, et bien sûr, j'ai envie d'être une bonne personne, mais si je n'ai pas de mauvaises intentions, parce que la question de l'intention dans le brainboxing, elle existe beaucoup aussi. J'aimerais bien qu'on y aille. Tout est ok, quoi. Et voilà, et si là, j'ai envie d'exprimer ma vérité, on parle de puissance, mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Enfin, j'ai le droit. Et c'est même pas j'ai le droit, je veux même pas me poser la question de savoir si j'ai le droit, en fait, c'est point. C'est. Tu peux en dire un petit peu plus sur la question de l'intention en boxe et peut-être plus largement après, mais en boxe, ce serait quoi l'intention en boxe? C'est un peu ton objectif, quoi. C'est un peu ce que tu mets derrière. Si on parle en boxe, je pense que toi ça va te parler, c'est-à-dire qu'un même enchaînement, c'est-à-dire le même geste, il peut raconter, alors c'est pareil, il raconte une histoire différente. C'est-à-dire, je fais n'importe quoi. Direct, crochet, hypercute. C'est pas direct, crochet, hypercute. C'est selon plein de paramètres. Hein. Selon le rythme, selon la puissance, selon la cible, selon ok, machin et tout. Ok, déjà, c'est pas toujours le même enchaînement. Mais c'est selon ton intention. Tu reviens, c'est un jeu d'échecs. Pourquoi je choisis de faire cet enchaînement quand je suis dans cette phase où je choisis de le faire? Est-ce que on
intention c'est de casser la distance parce que après j'ai préparé un autre coup. Est-ce que mon intention c'est de faire en sorte d'arrêter que lui avance? Est-ce que mon intention c'est d'aller toucher fort cette cible? Tu vois? Je vois complètement. C'est le même, c'est comme une phrase avec une ponctuation différente. Une intonation différente. Et un message peut-être différent. Ok. Ah, l'exemple qui me vient, on a bossé les uppercuts et c'était challengeant à plusieurs étapes pour moi. Déjà aller au corps à corps. Le corps à corps dans la boxe, c'est hyper... La distance, tu vois, je l'ai pas évoqué aujourd'hui, mais ça aussi, gros sujet. Ouais. Dans brainboxing, la distance, très vite, on l'évoque aussi, la bonne distance. Et là aussi, dans la vie comme sur le ring, la bonne distance, le bon moment. Bref. Ouais, on pourrait repartir pour 4 heures. Enfin, moi j'adore, hein. On divague, j'adore ça. On part de choses très concrètes, mais tu vois, sur l'uppercut, déjà, le corps à corps. Moi, j'arrivais pas à aller au corps à corps. Et là, j'ai tout de suite envie de te dire, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller au corps à corps? Oui, bah, tu vois, ça parle d'intégrité, ça parle d'espace, ça parle de territoire, de son propre territoire et puis de celui de l'autre. Donc, t'imagines bien que dans la vie, je suis pas quelqu'un de tactile. Et sur l'uppercut, il y a un truc que j'ai vraiment capté en lien avec l'intention que tu évoques, c'est que, du coup, mon coach m'a dit, en fait, il faut que tu arrives à rentrer dans mon espace. Oui. Et tu vois, il y a ce geste qui est magnifique. C'est un geste, en fait, qui est magnifique. Tu vois, et qui est très puissant. Et qui est hyper puissant. C'est qu'en fait, tu as ce petit mouvement où tu plies un tout petit peu les genoux avant de taper. Et en fait, tu as l'impulsion avec les jambes pour rentrer dans l'espace de l'autre. Et c'est hyper rythmé parce qu'il faut que déjà que tu te baisses et qu'ensuite ta puissance, elle vienne d'en bas, quoi. Et c'est vrai pour tous les coups, excuse-moi de te le dire. Je le ressens encore plus sur l'uppercut. Mais la vérité, c'est que c'est ça. Et pour ça, l'ancrage et la stabilité, parce que ça vient de la terre, ça vient de tes jambes en fait. Ça vient du bas du corps. On dit les bras, rien du tout, c'est la fin du mouvement. Exactement. Tout vient des jambes. Exactement. Et donc, dans ce mouvement-là, mon intention, c'était déjà je rentre dans l'espace de l'autre, déjà je le coince, déjà coincer quelqu'un, c'est un concept. Ouais. C'est un concept, hein, d'aller coincer quelqu'un dans un coin, de le maintenir, de rentrer dans son espace et ensuite de donner un coup au menton qui potentiellement peut te mettre KO, quoi. En tout cas, bien te surprendre, quoi. Et dans l'intention, tu vois, il y avait vraiment la décomposition de ce geste-là et je me souviens à l'avoir vu, tu vois, je l'ai encore en souvenir dans mon corps quand j'ai, en termes de rythme, on n'a pas parlé du rythme dans la boxe, mais c'est vraiment de la danse, en fait. C'est au bon moment, dans le bon espace. Et j'ai bien eu le temps de voir mon poing presque au ralenti arriver quand j'étais dans l'espace de l'autre, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette intensité qui est concentrée dans le geste, mais qui a été préparée en amont, avant, quoi. Et puis après, il y a qu'est-ce que je fais une fois que j'ai donné le coup pour me protéger, parce que potentiellement ça va riposter, tu vois. Et ce rythme-là, je le trouve aussi très très beau dans la danse, tu vois, dans la danse, le lapsus, dans la boxe. Et l'intention change la manière dont tu vas donner ton coup. Change la manière dont tu vas donner ton coup, change l'énergie que tu dégages. Parce que là, avec cette intention-là, je vais te dire, Franck, il a dû voir que ton regard était différent, que ton placement était différent. Et lui, s'il avait prévu quelque chose, il a peut-être changé le quelque chose qu'il avait prévu de faire après. Et on y revient, c'est pareil dans la vie. Je pense, je sais pas, même ton mec, tu vas leur lancer une discussion, il va comprendre à ta posture quelle est l'intention. Bien sûr. Enfin, si ton intention à toi est claire, lui, il va comprendre l'intention de la conversation. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une passerelle vers la communication non violente, où voilà, j'anime des ateliers là-dedans. Et l'un des principes de base, c'est l'intention, quoi. C'est-à-dire que si ton intention n'est pas claire avec l'autre, c'est-à-dire, est-ce que j'essaye de convaincre ou est-ce que j'essaye de co-créer avec l'autre? Est-ce que j'essaye d'avoir du pouvoir avec et pas sur? Tu vois que, évidemment, dans la boxe, tu peux avoir ces différentes postures en fonction de ton intention, quoi. Si tu as décidé de casser la gueule, en fait, ça se sent dans ta manière de boxer. Exactement. Et du coup, ça, c'est rigolo, petite anecdote personnelle, mais justement, l'intention, ça dit vraiment beaucoup de choses. Et brainboxing a existé sur moi sans que je le sache, quoi. C'est que moi, j'ai jamais eu l'intention de casser la gueule à mes adversaires, tu vois. Mais au regret de mes entraîneurs, quoi, qui me disaient, c'est très beau ce que tu fais, mais pourquoi tu mets pas plus de hargne, quoi? Désolée, je l'ai pas. Donc et pourtant, t'as été championne de France. Ouais. Qu'est-ce qui fait alors ta force Ah non, je vais pas le poser comme ça. On aurait tendance... C'était il y a 20 ans. On aurait tendance à penser
que quand on est en catégorie professionnelle, il y a cette hargne-là en plus. T'es en mode guerrier, quoi. Oui, c'est possible. Alors déjà, j'étais pas professionnelle, on va quand même remettre l'église au milieu du village. Je suis très fière de mon parcours et franchement, si j'ai été championne de France, c'est en effet parce que quand même je me suis beaucoup entraînée et que j'avais le niveau pour y aller. Après, je suis très humble et très réaliste aussi. Il y a 20 ans, il n'y avait pas 150 000 filles non plus. Bon, c'était senior amateur, etc. Donc oui, n'importe qui n'y va pas non plus. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Plus de concurrence, plus de professionnalisme. Voilà, peut-être l'accès était quand même un petit peu plus aisé qu'aujourd'hui. D'une certaine façon, et d'une autre façon, il n'y a pas beaucoup de filles non plus. Donc, je sais pas, la dynamique est différente, je sais pas trop. Tout ça, pas pour dévaloriser le titre que j'ai quand même mérité. Non, c'est juste un contexte qui est différent. Mais c'est quand même, je précise que le contexte était quand même un petit peu différent. Mais ce qui m'a, du coup, je me demande qu'est-ce qui m'a permis, sans cette hargne, avec quelle énergie t'y vas ? Avec quelle énergie t'y vas ? De donner le meilleur de moi. C'est-à-dire, je n'y allais pas contre la personne en face. J'y allais pour moi faire le mieux. Enfin, genre, c'est une rigueur. Faire des compétitions de boxe, ça demande quand même des sacrifices de fou. Donc je me dis, je fais pas ça pour rien, entre guillemets. C'est-à-dire que si je m'entraîne autant, si je dois perdre du poids, si machin, ces trucs, si je vis pas l'adolescence comme les autres, que je vais pas boire des coups et tout, c'est pas pour. Moi, je veux que ça résulte. Et en plus, franchement, la vérité, en plus, ma gestion du stress était vraiment médiocre. Donc, ce que je faisais sur le ring était beaucoup moins bon que ce que je faisais à la salle, quoi. Parce que le stress, voilà. Ça, c'est d'autres. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils de préparation mentale, de gestion du stress et tout, qui c'était moins avant. Mais je pense que c'était cette volonté de donner le meilleur de moi, c'était ma détermination, et c'était pour le coup cette rigueur dans l'entraînement. Et c'est la passion qui m'animait. Hein. T'étais pas dans un état d'esprit de guerrière ? Mais je pense que oui, pourtant. Mais pas sans choisir. Pas contre l'adversaire. Pas en conscience. Ben, tu vois, on vient peut-être à la souveraineté. Finalement, c'était moi avec moi. Moi, j'avais envie d'être une guerrière, mais j'avais pas envie de. Si je pouvais gagner le combat parce que j'avais fait plus, parce que les règles, c'est ça, c'est un jeu aussi. Il faut que tu la touches plus. Je suis pas obligée de lui faire un KO. Hein. Enfin, ouais. Je peux aussi gagner parce que je l'ai plus touchée. J'étais plus intelligente en fait. Enfin, stratégiquement, je l'ai touchée plus qu'elle m'a touchée. Point. Alors oui, par contre, j'assume. Je prends des coups, elle prend des coups, pas de problème. On a tout. Alors ça, je vais revenir parce qu'à plusieurs reprises, j'ai voulu, mais j'ai pas voulu te couper. Dans le fait que tu aies du mal à donner des coups, etc., c'est que tout le monde a décidé d'être là. Hein. Tu vas pas t'excuser d'être là et tu vas pas prendre en considération outre mesure ton partenaire parce que il a décidé d'être sur le ring. Et ça, c'est pareil, c'est l'histoire de la vie, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est les règles du jeu. Ouais. T'as choisi d'être là. Le pardon est interdit dans mes cours, quoi. À part que vraiment, si justement t'as eu une mauvaise intention. Ok, ouais, je suis sortie de mes gonds, là j'ai merdé, je m'excuse. Ok. Sinon, je t'ai un peu touchée, je dis pardon, parce que c'est ça que j'ai. C'est ça, ben non, tout à fait ça. Je dis pas pardon, elle a choisi d'être là, t'as choisi d'être là, vous savez que les règles du jeu c'est de se toucher, vous n'allez pas vous excuser à chaque fois que vous touchez, sinon votre discussion ça va être pardon, non. Ouais. T'excuses pas d'être là. Merci t'as choisi d'être là, t'as choisi d'être là. Dans cette pratique. Et à plusieurs reprises, je me suis dit, tiens, je pourrais mentionner ça dans ce que tu racontes. N'oublie pas que la personne en face de toi sur le ring a choisi d'être là. Hein. Ouais. C'est sa responsabilité. Et ça, c'est très développement personnel. C'est la responsabilité de chacun, tu vois. Oui, ça parle de consentement. Ça parle de consentement et de responsabilité. Et de responsabilité, ouais. Moi, je pourrais rester encore 2 heures. Mais on va arriver au mot de la fin, Sabrina. Très bien. Un mot de la fin. Comment tu te sens ? Super bien. Moi, je sais même pas qu'on est en podcast ou je sais pas quoi. J'ai juste l'impression de discuter avec une amie de choses qui nous passionnent en commun et de pas avoir le temps. On reparle de gestion du temps. Je n'ai absolument aucune idée du laps de temps qui s'est découlé. Alors, je m'en suis occupée parce que justement, j'ai un entraînement de boxe après et tu y assistes pour clôturer le spectacle de cette matinée qui a été un vrai régal. Je tiens à te remercier. Un mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs qui entreprennent ? Tout le propos de ce que je fais aujourd'hui et duquel j'essaie de me convaincre moi-même aussi, me convaincre. Ne pas oublier en tout cas de penser, c'est que j'y reviens, tout est possible, vous êtes capable de tout et oui, dans la vie il y a des difficultés, mais on a aussi toutes les ressources en nous et je sais que c'est très cliché, que j'enfonce des portes ouvertes et que c'est très discours de coach classico-classique, mais
beaucoup. Je l'ai expérimenté sur le ring, dans l'entrepreneuriat, à l'école, dans la vie. Et puis on l'expérimente tous, c'est ça la vie de l'être humain en vrai, je crois. Oui, parfois c'est compliqué, mais il y a toujours des solutions et on est capable de tout. Et j'espère que vous avez des pratiques ou des endroits dans votre vie, des environnements qui vous permettent de ressentir ça de temps en temps. Juste même quelques secondes, parfois on est là, on fait, j'ai de la chance et oui, ouais, je vais y arriver en fait. Ouais. Et de pas avoir de doute. Voilà, et donc si j'arrive à offrir ça, ne serait-ce que quelques minutes pendant quelques rounds, c'est trop cool. Vous êtes tous capables, chers auditeurs, chères auditrices. Merci Sabrina. Avec plaisir, merci à toi, c'était un super moment. À la prochaine.